Bonjour, merci beaucoup. Alors, notre univers linguistique, ou un nouveau titre en fait que je préfère vous proposer ici, le pays de la traduction. La traduction est un état particulier, un état entre deux où l'espace d'accueil et celui de projection se touchent et se renversent. Pour Paul Ricoeur, philosophe, le plaisir et le défi de la traduction consistent à habiter la langue de l'autre et de recevoir chez soi la parole de l'étranger. Habiter cette langue autre et la recevoir. État paradoxal, alors, si vous voulez, où je m'éloigne de chez moi en accueillant dedans l'autre, où la désignation qui différencie la langue étrangère et la langue nationale est rigoureusement tue, sans pour autant gommer l'expérience de l'étrangeté. C'est cet état, ce pays de la traduction, dont je veux esquisser les contours tels qu'il s'est constitué lors d'un projet mené avec et dans l'école Pajol, grâce à la grande disponibilité et l'ouverture de Madame Rivière, que je remercie très chaleureusement ici. Donc je précise, je suis effectivement maman d'école, maman de l'école Pajol depuis quelques années. J'ai été pendant ce projet la maman d'Inès, la maman d'Alicia, et j'assumais complètement ça, mais je suis également chercheuse à l'Université de Londres et je débarquais assez régulièrement dans l'école à des heures inattendues, pas à 8h30 ni à 16h30, mais à 10h30, avec en plus, comme je vais vous expliquer, une petite équipe d'étudiants à moi, donc des étudiants inscrits dans un programme de master. Et donc dans ce projet était aussi du coup une expérience de décloisonnement pour moi-même entre ces deux facettes de ma vie. Et je complète simplement en disant que ce décloisonnement a aussi donné lieu sur un projet, sur un temps plus long, en fait, à un travail qui est devenu un livre, parce que toutes les rencontres que j'ai pu faire à travers l'école Pajol, notamment avec les familles tamoules, dans le contexte de la très grande difficulté de vie dans des logements insalubres, était aussi donc m'a poussé en fait à prolonger le contact de l'école au-delà et d'aller vers des situations de contact, d'échange, voilà. Donc en fait il y a trois facettes ici qui se regroupent. Et alors, donc ce projet a eu deux étapes, conçues ensemble, mais finalement s'articulant de manière inattendue pour moi en tout cas. Je vais les décrire rapidement en faisant quelques observations et puis finir sur une courte réflexion d'ordre plus général. Donc un plan en trois parties pour essayer à ma manière d'habiter une de ces langues que nous partageons ici, le français. Première partie, première étape. Il s'agissait d'une simple proposition, celle d'inscrire sur une feuille imprimée avec une grande étoile les langues qui sont les siennes. Une proposition communiquée à toute l'école par les feuilles en question, donc avec cette étoile vide pour l'instant où on a distribué les feuilles. Donc ces feuilles distribuées et reliées par des rencontres assez courtes d'une demi-heure, trois quarts d'heure, dans toutes les classes, lors desquelles nous avons parlé de ce que c'est que la traduction, son importance dans le monde, son importance économique, sociale. C'était très important pour les élèves d'apprendre, vraiment d'explorer l'idée que la traduction c'est un métier. Et aussi, toutes ces discussions dans les classes ont tourné beaucoup autour de comment on va écrire sur cette étoile aussi, quel alphabet utiliser, comment est-ce qu'on peut faire un dessin aussi, et ainsi de suite. Très peu d'inquiétude exprimée chez les élèves comment fixer les limites des langues qu'on peut revendiquer, les revendiquer comme étant anciennes. Les enseignants étaient beaucoup plus inquiets par rapport à ça. Je dirais, mais est-ce qu'on peut considérer une langue étant la sienne si on a appris ça à l'école pendant quelques années? Donc, cette question de la différence de la manière dont on s'est emparé de ce projet, la différence entre les élèves et les enseignants était assez frappante, et je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Alors bien sûr, afin de savoir quelles sont les langues de cette école, j'aurais pu très bien demander à Madame Rivière directement de me faire la liste. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'autoproduction de ces déclarations. Et dans ce sens, cette recherche s'inscrit dans une approche qui donne la priorité à ce qu'on appelle en anglais les capabilities. Capabilité, si vous voulez, plutôt que les compétences, où l'idée de capability s'appuie surtout sur une volonté de se débrouiller, de chercher, qui vient du verbe capare, contenir, contrairement à une notion de compétence qui relève d'une fonction autorisée.
Alors on a beaucoup utilisé le mot compétence ce matin, ça m'a frappé, mettre en valeur les compétences des élèves, etc. Alors le mot capability, donc je dis deux mots rapidement dessus, et plutôt pourquoi ne pas utiliser le mot français capacité, qui est plus proche en fait de capare et étymologiquement parlant. Mais capacité, tout de suite, ça me fait penser à la phrase que j'ai un peu entendue moi-même en tant que expérience de maman. Il a des capacités, hein. Bon, on reconnaît, il a des capacités. Donc cette phrase me semble assez figée. Je ne sais pas si vous la reconnaissez comme telle. Donc en français, je pense qu'on serait, donc ce serait intéressant de réfléchir à la différence entre capacité et compétence. Ce que vous entendez sur cette différence, sachant que compétence a effectivement une autre étymologie qui relève justement de cette idée d'être autorisé à faire quelque chose. C'est dans mes compétences. Et je vous propose ici, m'appuyant sur mon arrière-pays anglophone, que vous entendez certainement, capability, capacité ou la habilité, hein, cette capacité est peut-être mise en mouvement, mise en orbite pour essayer justement de décloisonner ces notions-là. Donc ce mot qui est une volonté de dépasser l'idée de seuil de compétence ou de légitimité pour se placer dans le périmètre des possibilités et de la création. Alors les retours face à cette question, donc donc première étape, la question tout bêtement, quelles sont les langues de notre école? Et j'insiste beaucoup sur cette idée, nous, Madame Rivière l'a dit aussi, cette communauté scolaire qui comprend aussi bien les élèves, les enseignants, le personnel de l'école, les animateurs des ateliers périscolaires et aussi les parents et les grands frères et ainsi de suite. Donc le nous me semblait important et évident aussi. Hein, et puis voilà quelques exemples. Cette question a donc eu des retours vraiment réjouissants, je trouve, très nombreux, très variés, et qui ont montré un intérêt, vraiment manifesté l'intérêt et la complexité de cette question. Alors il y a eu beaucoup d'affirmations du français, très récurrent, le français, et des expressions de multiples langues, parfois avec une dimension graphique pour souligner le rapport entre les différentes langues citées. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc là vous avez tamoul, portugais, camerounais, et là, Pologne, français, allemand, portugais, anglais. Alors, là, vous avez deux exemples. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'étoiles rendues, où c'est plutôt les enfants qui ont écrit. Vous allez voir, il y a d'autres exemples où la discussion a clairement eu lieu avec les parents. Les feuilles étaient données dans les cahiers, distribuées lors des rencontres, et la consigne de les ramener à la maison, d'en parler, etc. Mais après, c'était très librement fait, et puis on n'a pas du tout contrôlé les retours. J'ai passé un peu de temps quelques matins à inviter les parents de manière plus directe de contribuer, de remplir une étoile et ainsi de suite. Donc les deux premiers exemples. Ensuite, donc là, je pense qu'il y a eu quand même l'intervention des parents. Et déjà, je trouve une représentation graphique intéressante à analyser par rapport à le rapport français-serbe-croate et ces questions de la présence de la langue étrangère dans la réponse. Ici, le Soninké, le sénégalais. La question étant très intéressante lors des rencontres dans les classes aussi, distinguer langue et nation. Donc, je parle le sénégalais. Qu'est-ce que c'est parler le sénégalais? Et je parle le malien, qui étudie beaucoup. Donc on a beaucoup exploré, ça rejoint ce que Madame Rivière disait tout à l'heure, la question de nommer les langues, tout simplement nommer les langues. Et la difficulté que certains élèves avaient à nommer leur langue. C'était vraiment très intéressant et assez éprouvant parfois. Donc voilà, portugais, français, anglais, espagnol. Anglais du Canada et aussi l'allemand. Donc quelques exemples du type où on voit aussi la manière de s'emparer de ce projet pour les parents, je pense, où il y a eu vraiment une volonté de donner les outils à l'école. Donc les réponses étaient très très variées. Et je dirais qui s'est ressorti tout de suite, c'était la grande difficulté à compartimenter ces langues.
Moi, personnellement, j'avais pensé, puis j'avais fait beaucoup de photocopies, donc j'imaginais plutôt une étoile, une langue. Très bête comme présupposition, parce que presque personne n'est allé vers le simple une langue, une étoile. La grosse majorité des retours mettaient les langues les unes en rapport avec les autres. Et donc s'il n'y avait qu'une autre langue, c'est déjà énorme, mais une autre langue à la maison que le français, beaucoup mettaient néanmoins le français sur l'étoile. Donc cette question des langues que mettons déjà en rapport, et comme l'idée, l'imaginaire de ce projet c'était un univers, moi j'avais ensuite imaginé construire des constellations, et ce que j'ai dû constater, c'est que les constellations étaient déjà là, et elles étaient toutes singulières. Alors on a poursuivi dans cette première étape de la réflexion à travers un atelier avec les enfants de CPCE1 et on a constaté donc justement que c'était très difficile de dessiner cet univers linguistique de cette école. Que notre travail c'était de passer du temps, on a découpé les étoiles, on a tout simplement mis les étoiles sur une table, ou des tables réunies, et on a essayé de créer des constellations. Alors on avait déjà classé selon les continents, ce qui permettait une certaine répartition, mais à chaque fois on butait sur des associations qui traversaient justement les frontières. Le camerounais et le portugais, sur quel continent le placer? L'espagnol et le roumain, où le mettre? L'anglais et le tamoul, très courant l'anglais et le tamoul. Certaines langues avaient effectivement un point d'ancrage majeur, d'autres semblaient en avoir plusieurs. Et toutes ces langues se déplaçaient, ne serait-ce parce qu'elles étaient arrivées jusque-là à ce carrefour dans le nord-est parisien. Les enfants comprenaient sans difficulté l'idée qu'une langue se déplace comme une valise. Plus abstraite était la proposition que certaines valises restent fermées, oubliées, renvoyées aux objets perdus une fois arrivés. Alors nous avons affixé les étoiles sur un grand planisphère. Chaque enfant dans le groupe était plus d'une vingtaine d'élèves, chaque enfant choisissant où placer une étoile, mais justement le choix entre placer l'étoile sur les Philippines ou à Paris, entre le Mali ou en France, était impossible à résoudre. Il nous fallait une représentation dynamique, des étoiles filantes et non pas stables. Nous avons décidé ensemble que la seule manière de représenter cet univers linguistique à travers les contributions libres de cette communauté scolaire serait de combiner des dessins décrivant les traces de toutes les découvertes que nous faisions ensemble. Enfin, on a fini par faire un petit cours d'histoire générale sur la colonisation, bien sûr. Donc, on s'est dit, il va falloir tracer ces grands mouvements de la migration au XXe et XXIe siècle. Et accompagner cette description des mouvements des langues d'une installation que je vais appeler plate de toutes les étoiles, c'est-à-dire sans structure de généralité plus haute. Autrement dit, il nous fallait d'un côté une représentation visuelle de l'histoire, montrant un processus dynamique de transformation globale, de grandes flèches, et de l'autre une énumération sans syntaxe structurante, si je puis dire, de toutes les affirmations consignées. Concrètement, donc un planisphère avec des grands traits entouré de toutes nos étoiles comme autant de perles que nous allons réaliser ensemble. Donc le résultat concret de ce processus en ce qui concerne la suite du projet, parce qu'il y a une suite, était que j'avais en tout cas mal imaginé cette suite, parce que je m'étais dit qu'on allait traduire en fonction des langues les plus représentées au sein de l'école, ce qui rejoint un peu la démarche de Lala, c'est-à-dire que nous allions traduire en fonction des besoins. Mais finalement, on s'est retrouvé face au constat de l'absence de hiérarchisation entre les langues. Il fallait poursuivre donc je pense dans cette impulsion, dans cette direction vers les langues ciblées en fonction des affinités, des envies et des capacités des élèves. Donc, la deuxième étape, c'était le projet de traduction. Là, on a travaillé plutôt avec des élèves plus âgés, CE2, CM1, qui avaient donc bien acquis, en principe en tout cas, la lecture, l'écriture, etc. Et c'est là où nous avons travaillé avec des étudiants en master de traduction.
petite remarque sur la question de décloisonnement. Là, je pense que par rapport à l'avenir, la possibilité de travailler dans ce sens-là, il ne faut pas du tout cette possibilité pour des étudiants inscrits dans des programmes de master d'être en situation directe, d'être apprenant tout en agissant comme enseignant, pas enseignant, mais en animant des ateliers, était extrêmement enrichissant pour les étudiants. Et ils étaient très très volontaires là-dessus. Et je crois que ça c'est une main-d'œuvre, une potentialité qu'il faut exploiter. Il faut vraiment penser aussi à comment on peut décloisonner les parcours universitaires pour rejoindre le décloisonnement des parcours, des expériences dans les cadres des écoles primaires et secondaires. Alors nous sommes venus à un rythme d'une rencontre par semaine d'une heure, peu de temps. On a passé au fond 4 heures avec cette classe. Et je pense qu'on aurait pu passer beaucoup plus de temps, mais vous allez voir qu'on a quand même réussi à faire des choses qui nous semblent riches et intéressantes. Alors, la proposition était de faire des traductions d'albums écrits en français. Et nous avons apporté une collection d'albums choisis pour leur lexique simple, dont certains que vous connaissez sans doute, un rapport facile à déchiffrer entre images et texte. Autrement dit, on était assez modeste dans nos objectifs. Mais un groupe d'élèves dans cette classe a absolument tenu à œuvrer à partir d'un album qui appartenait à la classe et à la maîtresse, qui avait des dessins caricaturaux de vaches à caractéristiques très marquées. Et du coup, un de mes étudiants, un garçon qui s'appelle Joshua, qui était donc, en l'occurrence, ces étudiants étaient tous anglophones. C'est pas toujours le cas dans le programme en question, mais cette fois-ci, c'était que des Américains. Et des Américains de contexte assez, je dirais, aisé, hein, vraiment de grandes facultés américaines, avec un parcours éducatif très, très différent de ce contexte de l'école Pajot. Alors Joshua lui-même a été enseignant avant de s'inscrire dans ce programme. Il avait travaillé dans les banlieues très huppées de la Californie et il veut devenir traducteur pour la scène. Et il s'est retrouvé avec un petit groupe d'élèves parlant beaucoup de langues différentes à traduire la vache Tchernobyl. Alors, néanmoins, ils ont réussi à faire quelque chose de très intéressant. Les autres livres étaient plus abordables, des livres comme C'est pas grave, un livre qui était construit sur la répétition de la phrase un très très grand et un très très petit, un autre livre qui avait plutôt des exclamations, flouche, clapoutis, clapoutis, blou, 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 et ouah, et pouf. Et donc il s'agissait de traduire ça vers les langues choisies des groupes. Alors aucune consigne précise n'était donnée, simplement il fallait faire de la traduction. Et voilà, et ensuite on a travaillé et il y a eu des traductions. Un groupe, je vais résumer très rapidement, un groupe mené par une autre jeune californienne, issue elle-même de l'immigration hispanique équatorienne et hispanophone, elle s'est retrouvée dans un groupe riche de 5 langues, l'espagnol, le portugais, l'arabe, l'anglais et le manouche. Et ce groupe-là a traduit en 3 séances, parce qu'après la dernière séance, on a fait des présentations, 3 séances, ils ont réussi à rédiger l'album en 5 langues différentes, l'anglais, le portugais, etc., dans le manouche, à l'écrit. Et ils ont lu et présenté ce livre, ils ont fait des photocopies, ils ont rajouté le texte, etc. Un autre groupe, je dirais le groupe probablement scolairement le plus fort de la classe, qui s'est constitué aussi par affinité et qui s'est retrouvé avec une étudiante qui s'appelle Taylor. Donc ce groupe pouvait mobiliser des notions d'espagnol, affirmer une capacité à parler et à écrire en arabe, mais quand il s'agissait de faire de la traduction, s'est retrouvé extrêmement réticent à produire des phrases, avaient tendance plutôt à vouloir simplement retranscrire dans leur alphabet ou parler avec un accent espagnol. La prochaine fois, on ramenait des phrases, plutôt, je pense, produites par les parents. Donc, il y avait la possibilité de traduire le livre. Mais ce qui y avait d'intéressant dans ce projet, c'était un peu la rigidité. Et l'étudiante en question, elle a voulu focaliser les élèves sur les exclamations, sur flouche. Elle s'est dit que jamais elle-même, anglophone, dirait flouche. Quand il s'agissait, c'est une image de quelqu'un qui sort de l'eau sur le dos d'une grande tortue. Alors, flouche. Et pour elle, c'était bouche, c'était un autre sens, c'est comme le cocorico, etc. Et donc, travailler avec ces sons-là, non, le groupe tenait flouche.
ça allait rester flouche, même en arabe, c'était flouche. Donc, la question, donc, vous se rendre compte aussi de cette difficulté de prendre la distance par rapport au texte écrit était très intéressant. Un autre groupe avec une jeune élève qui parlait très bien et écrivait très bien le mandarin. Et avec une étudiante qui maîtrisait aussi un peu le mandarin, beaucoup moins que l'élève, et ça c'était très intéressant, très valorisant du coup pour cette jeune élève. Et là, ce choix du mandarin s'est imposé très rapidement, même si le groupe parlait, il y avait plusieurs élèves dans le groupe qui parlaient arabe à la maison. Là, ils se sont appuyés sur les compétences, sur les capacités de cette jeune sinophone et ils ont ensemble appris à traduire les phrases vers le mandarin et ensuite à le lire. Donc, les présentations se sont faites. Une dernière expérience que je vais résumer, j'ai presque fini. C'était un groupe où peut-être l'écart entre les niveaux scolaires était donc plus prononcé et un jeune garçon qui a donc tout de suite s'est mis à traduire le livre à l'oral en créole. Qui disait d'ailleurs l'antillais. Donc il voulait traduire ça en antillais. Et la phrase qu'il fallait traduire c'était « c'est pas grave ». Donc il a tout de suite produit cette phrase en créole, mais il ne savait pas l'écrire. Et personne n'a voulu donc se mettre à juste transcrire cette phrase. La semaine prochaine, il est revenu avec cette phrase à l'écrit, qu'il a apportée sur une feuille de papier. Sauf que c'était écrit tout en un mot. Et le groupe d'élèves a tout de suite décrété « non, c'est pas une phrase, c'est pas possible, on ne peut pas traduire en créole, tu sais pas l'écrire ». Et donc l'étudiante en question, très mal à l'aise avec cette décision d'écarter le créole, mais le projet c'était de travailler en groupe, de faire un travail collectif. Et je crois que ça montre un peu aussi cette importance du regard des pairs et de comment il faut aussi prendre en compte le rejet de la part des enfants et ce poids finalement. Donc, ils se sont mis du coup à traduire l'album vers le français avec beaucoup de joie. La phrase qui revenait, c'était « c'est pas grave ». Et ils ont fait des phrases assez formidables de dire « c'est pas grave » en différentes manières en français, donc « c'est pas gravissime ». Et donc, on a décidé qu'effectivement, c'était pas gravissime, que le créole n'a pas été mobilisé, mais que justement, c'était une prise de conscience nécessaire aussi du besoin de revenir sur ce terrain-là et de trouver manière de réactiver cette possibilité, cette capacité en créole dans le cadre de la classe. Alors, quelques observations, j'ai fait que décrire au fond, quelques observations pour conclure. Deux témoignages de la part de l'enseignante, qu'elle a tout de suite reconnu que la jeune sinophone, notamment, qui était très timide en classe, avait pris beaucoup plus confiance en elle grâce à ses ateliers de traduction. Elle a effectivement mené le moment de présentation. C'est elle qui a lu dans un premier temps le texte et les autres alors qu'elle était dans un groupe finalement où les élèves étaient très à l'aise, je dirais, dans la classe. Et donc ça c'était important. Aussi l'enseignante qui a été très franche en reconnaissant qu'elle-même ne s'était jamais imaginé que l'élève parlant et écrivant le manouche avait une pareille maîtrise et que même il pouvait avoir une pareille maîtrise, je pense, du manouche à l'écrit. Que le moment le plus fort de la restitution à la fin était sans doute le moment où un jeune arabisant, parfois, je pense, assez turbulent en classe, et d'ailleurs qui se trouvait exclu de la classe à un moment donné, pas lors des ateliers, mais quand on est arrivé avec notre petite équipe, il était déjà exclu. Et ailleurs, malheureusement, je crois, dans votre bureau, Madame Oulier, et il a dû revenir, il me semble peut-être juste à cause de quelque chose qui s'est passé dans la récréation. Donc, il s'est beaucoup impliqué, ce petit garçon. Et qui a réussi, donc, lors de la présentation, il a été très timide donc il a lu la première fois avec la feuille comme ça, et je précise qu'il a vraiment rédigé toutes les phrases de l'album lui-même en arabe, et donc ses camarades ont insisté, on veut vraiment entendre, donc il a baissé sa feuille, et il a lu avec, finalement, la deuxième fois, beaucoup plus de confiance. Et les autres arabisants de la classe ont très spontanément ri et ensuite applaudi, car eux, ils avaient compris, alors que la classe autour, forcément, la plupart des élèves dans la classe n'ont pas compris, mais la classe dans son ensemble a compris le plaisir
qu'ils avaient à comprendre leurs camarades dans sa langue qui était aussi la leur. Donc il y avait vraiment un moment très particulier de compréhension et de compréhension de la non-compréhension, mais de l'ensemble dans cet état qui est, il me semble, l'état de la traduction entre ces deux langues. Alors une toute dernière observation pour conclure, moins empirique peut-être, au sujet du choix de travailler vers l'autre langue au lieu de profiter de la langue plus ou moins uniformément partagée. Ce choix a orienté le projet vers des chemins très différents les uns des autres, menant plus ou moins difficilement à des horizons et à des productions disparates. Au lieu de mettre tout le monde devant le même horizon, c'est-à-dire le français, langue dont on connaît la vocation universelle. Là où nous nous placions, les langues étaient abordées avec ce qu'elles véhiculent de leur poids dans le monde, non pas comme des structures abstraites, ni comme des choix plus ou moins avisés en termes de trajectoire éducative et sociale, même si ces considérations ne sont pas absentes de la fascination qu'on avait pour le mandarin sans doute. Mais que ce soit la découverte d'une aisance assez époustouflante en arabe chez un jeune garçon qui écrit très péniblement le français, aisance qu'il doit sans doute à l'étude coranique, ou la blessure éprouvée quand sa langue n'est pas admise car trop peu assimilable à l'idée d'une phrase, comme pour le créole, ou même la prise de conscience que des phrases apprises scolairement ne donnent pas forcément un bon modèle pour en inventer d'autres. Tout ce travail s'est fait avec des langues habitées, c'est-à-dire inséparables de leur inscription sociale et culturelle, mais en même temps reçues, c'est-à-dire détachées de ces inscriptions et tournées vers d'autres horizons. Je vous remercie de votre attention.